Bienvenue dans cette formation intitulée « Comment tu peux acheter un immeuble de rapport sans argent et gagner au minimum 2000 € par mois de cash flow ». Cette formation fait suite à ma vidéo où je te parlais de comment tu pouvais devenir millionnaire grâce à l'immobilier en 2022. C'est une vidéo qui est parue sur la chaîne en début de semaine, lundi dernier, et où je t'expliquais concrètement comment tu pouvais toi aussi tirer ton épingle du jeu grâce à l'immobilier en 2022. Comme je te l'ai dit dans cette vidéo-là, cette semaine est dédiée à l'immobilier. Je réponds à un nombre de questions qui m'ont été posées dans les inbox et généralement sur des commentaires. Je réponds à toutes ces questions qui m'ont été posées dans mon inbox. Je ne pourrais pas répondre à toutes les questions, mais je m'attelle cette semaine à répondre à un maximum de questions qui ont trait à l'immobilier. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne dédiée à l'entrepreneuriat, l'investissement, la gestion des finances, également et surtout la chaîne qui te permet de muscler ton compte bancaire et ton mindset. Si ce sont des thématiques qui te parlent, je t'invite fortement à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour faire grandir la communauté. Également, pour être notifié des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Aussi, pense à aller dans le lien descriptif de cette vidéo pour télécharger mon petit cadeau que j'ai pour toi, qui est un livret qui se lit rapidement et qui va te donner 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ. Pour terminer, avant de rentrer dans le vif de cette formation, comme je te l'ai dit en début de vidéo, cette semaine est dédiée à l'immobilier. Je vais te donner des techniques, des astuces pour que toi également tu puisses te lancer dans le game de l'immobilier si ce n'est pas encore le cas et pour que toi aussi tu puisses te générer des revenus complémentaires grâce à l'immobilier. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite à t'inscrire dans le formulaire qui est disponible dans le lien de cette vidéo afin d'avoir un échange gratuitement avec moi pour qu'on puisse échanger de toutes les questions qui te traversent l'esprit et de comment tu pourrais toi aussi tirer ton épingle du jeu grâce à l'immobilier. Ceci étant dit, nous sommes partis pour notre formation du jour qui est celle de savoir comment tu peux acheter un immeuble de rapport sans argent et pour te générer un minimum, je dis bien minimum, de 2000 € par mois de cash flow. Déjà, il faut que tu comprennes ce que c'est que le cash flow. Le cash flow, en fait, c'est des revenus locatifs, c'est-à-dire des loyers que tu perçois qui sont supérieurs aux mensualités de prêt que tu payes pour le dit bien immobilier. Je vais te donner un cas de figure concret pour que ce soit plus parlant pour toi. Si tu as un prêt immobilier où tu rembourses des mensualités de 500 € tous les mois et que tu mets ton logement à louer, et ce logement-là, tous les mois, tu as le locataire qui te verse un loyer de 800 € par exemple. Ça veut dire que tu as un cash flow brut de 300 €. Pourquoi un cash flow brut? Simplement parce que 300 € de cash flow brut, tu dois enlever encore tout ce qui est charges liées au prêt et tout ce qui est charges liées au bien. Quelles sont ces charges-là? C'est par exemple l'assurance au propriétaire non occupant qui s'appelle PNO. Tu as également tout ce qui est taxes foncières sur le bien. Tu as également les charges de copropriété si c'est un logement qui est en copropriété. Tu as également tout ce qui est intérêt d'emprunt. Tu as plein de petites charges que tu dois déduire. Entre autres de ces charges, tu as aussi les charges de gestion, de mise en gestion si tu passes par une agence. Bref, tu l'auras compris, c'est tout ce qui est charges annexes par rapport à ton bien immobilier. Donc sur ces 300 € que tu vas te générer avec ce bien immobilier, il faut savoir que réellement, concrètement, dans ta poche, il ne te restera que 200 € par exemple tous les mois. Donc ça c'est le cash flow net que tu as tous les mois avec ce bien immobilier. Maintenant que tu sais ce que c'est qu'un cash flow, c'est-à-dire ce qui tombe dans ta poche net tous les mois, hors impôts, hors charges annexes, hors tout ce que tu veux,
on va passer aux différentes étapes de cette formation. Je l'ai structuré de telle manière que tu aies 10 étapes pour que ce soit plus fluide pour toi, que tu puisses avoir un fil conducteur de la formation. Sinon, tu risques de t'endormir et ce serait dommage parce qu'il y a plein d'informations que je vais te communiquer dans cette formation qui vont t'enrichir. Donc déjà, si tu n'es pas abonné, abonne-toi vraiment, active la cloche de notification et partage la vidéo surtout à ton entourage car je suis certaine que ça va aider quelqu'un qui se trouve dans ton entourage et qui se pose des questions sur où est-ce qu'elle doit investir en 2022. Partage cette vidéo et ça permettra à cette personne d'avoir les réponses à ses questions, tout simplement. Le premier module, c'est de te définir tes objectifs. Qu'est-ce que tu souhaites en termes de cash flow concrètement? Dis que je veux du cash flow tous les mois, c'est très vague. Tu peux vouloir 5 000 € de cash flow, 1 000 € de cash flow, 10 000 € de cash flow. En fonction de ton objectif, la stratégie que tu dois mettre en place n'est pas la même. Pour une personne qui souhaite avoir un cash flow de 5 000 € n'aura pas la même stratégie forcément qu'une personne qui souhaite avoir un cash flow de 500 € tous les mois. Donc vraiment, ici, c'est primordial que tu définisses ton objectif et que tu mettes en place une stratégie qui est adaptée. Ensuite, le deuxième module, ça doit être de connaître ton marché. Ici, tu dois connaître concrètement qu'est-ce qu'il y a sur ton marché. Quels sont les prix moyens dans chaque ville? Qu'est-ce que tu recherches déjà et où tu recherches? Connaître les prix moyens dans cette ville-là. Connaître les moyennes dans chaque quartier de cette ville-là. Quels sont les points d'attraction qu'il y a dans cette ville? Quelle est la typologie de la population que tu retrouves dans cette ville? Et quelle est la typologie des logements qui sont mis à disposition de cette population-là? Et aussi, tu dois connaître comment évolue ton marché cible. Donc, savoir si c'est une population qui est plutôt dynamique, qui est croissante du fait des points d'activité qu'il y a dans la ville, ou alors c'est une population qui a plutôt tendance à stagner. Pour avoir tous ces éléments, tu peux aller par exemple sur Google, tu tapes le nom de ta ville avec population. Généralement, tu as un graphe qui te permet de voir tout de suite si c'est une population plutôt croissante ou décroissante. Après, pour avoir les prix des biens au mètre carré, pour avoir les moyennes de prix, que ce soit à la vente comme à la location, tu peux te servir des sites comme Meilleurs Agents. Tu as également des sites comme Le Bon Coin. Le Bon Coin te permet de voir un peu ce qui est posté en termes d'offres, de voir les moyennes de prix et de voir également quels sont les secteurs qui sont attractifs. Le Bon Coin te permet également de savoir c'est quoi la moyenne des prix à la vente, à la location. Qu'est-ce qui est intéressant? Ça te permet d'avoir d'un côté les prix de vente et de l'autre les prétentions en termes de location. Donc avec les deux données, tu peux croiser pour savoir qu'est-ce qui est intéressant pour toi. Parce que j'insiste beaucoup là-dessus. Si tu ne sais pas quel bien pourrait être adapté à la population, tu ne sauras pas acheter un bien intéressant et à la fin, tu vas te retrouver à faire une mauvaise opération. Donc, tu dois connaître ton marché. C'est très, très important ici. Une fois que tu connais ta population, que tu connais ton marché cible, l'étape 3, c'est de rechercher des biens adaptés à cette population cible-là. Par exemple, si tu découvres que dans ta ville, ce qui est intéressant, c'est des studios parce qu'il y a une forte propension d'étudiants, ça ne sert à rien d'aller acheter un T4 ou un T5 pour y loger des familles. Ce sera compliqué. Limite, si tu prends un T4, il faut penser peut-être colocation. Donc, dans ta tête, tu dois déjà avoir une stratégie de population, une stratégie de recherche de biens avant de te lancer. Et ça doit toujours être en fonction de tes objectifs, en fonction de l'étude de marché que tu as faite et en fonction de la population cible que tu souhaites. Parce que si c'est vraiment des jeunes, aller chercher des villas, des grandes maisons, si c'est pas pour de la colocation, c'est pas intéressant et tu ne vas pas te retrouver en termes de rentabilité. Et pareil, si lorsque tu as fini d'analyser ton marché cible, tu te rends compte que en termes de population, c'est plus des familles, ça ne sert à rien d'aller acheter un studio parce que tu auras du mal à louer ton studio et ce ne sera pas l'objectif visé. À toi de faire les bons choix en termes de recherche
de ton bien. Une fois que tu finis de rechercher ton bien, ici, la quatrième étape, c'est de visiter ton bien. Donc, tu dois faire la visite de ton bien et lors de la visite de ce bien, tu dois être avec ton artisan. La première visite, peut-être pas, tu peux aller te faire une idée du bien. Est-ce que ça répond vraiment à tous tes critères? Est-ce que le bien réellement, ce qui a été mis sur l'annonce? Parce que souvent, entre ce que l'agent immobilier ou le vendeur met sur l'annonce et ce qui est réellement, il y a un fossé. Donc, tu peux faire une première visite tout seul et si le bien répond vraiment à tes critères, tu peux faire une seconde visite afin de mieux évaluer l'enveloppe travaux que tu peux avoir sur ce bien-là. Parce que c'est aussi une étape clé de savoir évaluer l'enveloppe travaux. Et ici, tu dois être capable de poser les bonnes questions, d'analyser vraiment en te projetant, avoir une ouverture d'esprit sur ce que tu pourrais faire en termes d'occupation de l'espace, en termes de reconfiguration. Il ne faut pas rester fermé. Donc, il faut vraiment pouvoir se projeter. Et en termes de projection, c'est avoir les plans, avoir l'artisan qui te dit aussi la faisabilité de certaines choses qui t'aident énormément. Donc, c'est important d'avoir une visite où tu intègres ton artisan. Et une fois que tu as fait cette visite-là, il faut demander également des documents complémentaires. Tu peux demander le plan du logement, tu peux demander par exemple tout ce qui est documents liés à la copropriété pour te donner un ordre d'idée en termes de charges, si c'est vraiment ce qui t'a été dit qui est vraiment ce qui est. Parce que comme je l'ai tantôt dit, tu peux avoir une donnée qui n'a rien à voir avec la donnée exacte. Et ça permet de savoir quelle est la dynamique dans la copropriété. Est-ce que les copropriétaires sont à jour? Est-ce qu'il y a trop d'impayés? Est-ce que ça te permet d'avoir toutes les réponses à tes questions en termes de copropriété? Et ça te permet de savoir vraiment la faisabilité aussi en termes de division lorsque tu as les plans. Tu sais quel mur tu peux casser, qu'est-ce que tu peux réagencer. Donc, tu as vraiment la possibilité de mieux te projeter avec les plans d'un logement. En termes de questions, lorsque tu poses des bonnes questions, ça te permet de savoir aussi pourquoi le vendeur vend le bien. Est-ce que c'est une succession? Est-ce que c'est parce qu'il a une urgence, il a été transféré ailleurs? Bref, ça te permet de savoir sur quel levier tu peux jouer en termes de négociation du bien. Une fois que tu t'es positionné sur le bien, que tu as verrouillé le bien et avec le vendeur, vous êtes d'accord sur un prix de vente, l'étape d'après, c'est de trouver le financement. Donc ça, c'est en module 5. Tu dois trouver le financement et ça passe par la banque. Je préconise beaucoup d'utiliser le levier bancaire, c'est parce que ça te permet en fait de faire travailler l'argent que tu n'as pas. Ça te permet de faire travailler l'argent de la banque qui te met à disposition pour ton projet. Et pour user de ce levier bancaire-là, tu dois avoir un bon dossier bancaire. Tu dois te constituer un dossier en béton pour mettre toutes les chances de ton côté afin d'obtenir ton financement. Je le dis parce que j'ai été banquière et dans le cadre de mes fonctions, j'ai accompagné de nombreuses personnes qui souhaitaient acheter une résidence principale, acheter un bien locatif, acheter une résidence secondaire et plein d'autres achats de ce type-là. Et à chaque fois, souvent, ce qui pêchait, c'était au niveau du dossier bancaire parce que la personne n'avait pas un compte bien tenu. Donc, c'est important de présenter un bon dossier à la banque, d'avoir les comptes qui sont bien tenus. À ce propos, j'ai fait une vidéo déjà où je te donnais les différents éléments qu'il fallait que tu mettes en avant dans ton dossier ou les différents éléments que ton compte devait présenter pour que tu aies toutes les chances d'obtenir ton financement. Je vais te mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Je pense que ça apparaît aussi quelque part en haut là. Tu pourras regarder cette vidéo après celle-ci. Si toi, tu es dans cette phase où tu souhaites te faire financer un bien et que tu ne sais pas comment t'y prendre. Donc, c'est important d'avoir un bon dossier bancaire. En plus du bon dossier bancaire, c'est important de négocier les conditions de son prêt. Parce que des conditions de ton prêt dépendra également de la grosse rentabilité que tu pourras avoir. Par exemple, négocier un différé pour ton prêt, négocier les conditions de vente future de ton bien parce qu'il faut penser également à la revente. Donc, c'est important de négocier l'ensemble de ces éléments-là pour être sûr que lorsque le cas de figure va se présenter, que tu ne sois pas pris au dépourvu. Les banquiers, j'ai envie de te dire que c'est des amis dans le financement,
Mais lorsque tu n'as pas bien verrouillé certains paramètres de ton dossier, les amis peuvent devenir des ennemis. C'est important de bien garder ça à l'esprit. Une fois que tu as présenté ce bon dossier et que tu as obtenu ton financement, l'étape 6, c'est de signer ton bien avec le notaire et le vendeur. Chez le notaire, donc, tu vas signer l'acte final de ton bien, c'est-à-dire que l'acte qui dit que tu es clairement propriétaire de ce bien-là. Donc, félicitations si tu es arrivé jusqu'à cette étape. C'est excellent, c'est génial. Tu as fait déjà une bonne partie du chemin. Toutes mes félicitations une fois de plus. Ici, il est très important. Mais alors, très important que tu vérifies avant le jour de la signature que le bien que tu vas signer sera le bien que tu as bien visité lorsque tu étais de passage pour ta visite seule ou ta visite avec l'artisan. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En fait, tu dois te rassurer que entre les moments où tu es passé visiter et le jour de la signature, le bien est identique. Je te dis ça par expérience parce que dans un de mes biens, une fois, un immeuble, on a signé le compromis, donc le temps de faire financer le bien. Il y a eu un dégât des eaux dans le logement. On s'est retrouvé à 1-2 semaines de la signature du bien à n'avoir pas l'information et c'était à quelques jours, à 3-4 jours de la signature qu'on a été informé d'un dégât des eaux dans l'appartement, dans un des appartements de l'immeuble, l'appartement du deuxième, si j'ai bonne mémoire. Et là, quand il y a une situation comme celle-là, ce n'est plus ce pourquoi tu avais signé ton compromis. Ce n'est plus la même chose parce qu'un dégât des eaux, ça dépend de qui est à l'origine du dégât des eaux. Il y a les garanties qui rentrent en jeu, certes. Ça peut être la garantie du locataire ou la garantie du propriétaire. Et dans le cas de figure, dans notre cas de figure, il n'y avait plus de locataire. L'immeuble était vendu libre de toute occupation. Donc là, il fallait que ce soit la garantie du propriétaire qui rentre en ligne de compte. Et entre le propriétaire et l'assurance, il se renvoyait la balle et c'était juste comme un ping-pong. Donc là, on a pu dépatouiller la chose, on a décalé un peu la date de signature, mais finalement, on a pu trouver un juste milieu avec tout ça. Ce qui s'est passé dans notre cas de figure, c'est qu'on s'est dit, bon, on va finaliser quand même la signature et sous réserve que l'assurance s'engage à régler le dégât des eaux et à nous verser en fait, à nous le financement pour qu'on puisse gérer cela. Donc nous, on a pris un peu la relève, mais c'est parce que on n'était pas novice. Donc si j'avais été novice dans l'opération, j'aurais un peu eu peur de la tournure des événements. Mais sachant que c'est quelque chose que j'ai déjà eu dans un autre bien, donc je sais comment ça se passe. C'est pas la fin du monde, un dégât des eaux, surtout quand c'est découvert très vite. J'ai signé quand même dans cet état-là. Par la suite, avec l'assurance, ça a été réglé. Comme je dis, c'est important que tu vérifies qu'il n'y a rien eu entre le moment où tu as signé ton compromis et le moment où tu vas signer ton acte de vente final. Une fois que tu as signé ton acte final, place au 7e module qui est celui des travaux. Ici commencent les vraies choses parce que les travaux, c'est ce qui révèle le potentiel d'un bien immobilier. C'est ce qui permet au bien immobilier de prendre la valeur. Et ça dépend des travaux. Je ne te dis pas que tu vas mettre juste une couche de peinture au mur là et pouf, ton bien va prendre 10 000 euros ou 100 000 euros de plus-value. Non, c'est pas ce que je dis. Il y a des travaux qui permettent de donner de la valeur au bien immobilier. Ici, dans la rubrique travaux, c'est important que tu puisses déjà bien choisir tes artisans, que tu puisses bien choisir les personnes avec qui tu vas collaborer. Parce que les chantiers, c'est quelque chose de terrible. Mais quand tu tombes sur des artisans pas très conscients du tout, tu peux te retrouver avec un AVC. Mais loin de te décourager, c'est juste pour que tu puisses déjà imaginer et comprendre que les travaux, c'est une étape cruciale. Parce que si tu as mal budgétisé ton enveloppe travaux, tu peux te retrouver très vite asphyxié. Par exemple, tu as mis une enveloppe travaux à 20 000 euros et tu te retrouves avec déjà 18 000 euros de travaux, pourtant tu n'es qu'aux 3/4 du chantier. Ça, c'est très dangereux. Et ça, c'est une erreur que font beaucoup de débutants. Vraiment beaucoup de débutants. Et c'est une erreur que tu dois éviter absolument. Parce que tu peux te retrouver très en difficulté si tu achèves d'utiliser ton enveloppe travaux et qu'il y a encore beaucoup de travaux à réaliser dans ton chantier.
Et là, je peux te dire que quand tu n'as pas prévu ça, la tête commence à chauffer. Tu n'as plus des nuits sereines. Et pour éviter ça, comme je dis toujours, se former, c'est la base. C'est important que tu puisses te former pour éviter de tomber dans ces pièges-là. Parce qu'en te formant, tu as plein d'astuces pour contourner cela qui te sont données. Donc, tu dois vraiment prendre la peine de te former avant de te lancer dans quoi que ce soit. Que ce soit un investissement immobilier ou tout autre investissement. En termes de travaux, tu dois également bien choisir tes devis. Ici, tu dois demander plusieurs devis pour pouvoir te positionner. Tu ne dois pas valider le premier devis venu. Tu ne dois pas non plus prendre le devis le plus bas parce que tu veux faire des économies. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que le devis il est le plus bas que tu auras la meilleure prestation. Loin de là. Donc, tu dois pouvoir avoir au moins 3 devis avant de te positionner sur un devis. 3 devis par différents postes. Donc, tu as généralement la plomberie, tu as l'électricité, tu as les murs et les sols. Tu as par exemple tout ce qui est gros œuvres, si tu dois refaire une toiture. Tu as également la façade, tu as plein de postes où tu dois avoir à chaque fois au moins 3 devis. Et les 3 devis doivent être détaillés pour que tu puisses les comparer entre eux. Donc, si tu as un devis d'un chantier où tu dois tout refaire, d'un artisan qui tient sur une page, je pense que tu dois dire next. Tu ne dois pas t'attarder sur cet artisan-là. Il n'est juste pas sérieux. Une rénovation complète qui tient sur une page recto, c'est pas sérieux du tout. Ça sert à rien d'aller plus loin avec un tel artisan. Tu vas le regretter, mais amèrement. Une fois que tu as trouvé tes artisans, que tu as commencé les travaux, tu dois faire un bon suivi de ton chantier, tu dois suivre tes travaux parce que si tu ne fais pas le suivi de ton chantier, j'ai peur que les choses aillent dans tous les sens. Malheureusement, ça existe, je préfère te le dire tout de suite, c'est pas tout le monde qui a une belle et grande conscience professionnelle. Certains, ils n'ont juste rien à foutre, excuse-moi de l'expression, de ton chantier. Tout ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il peut gagner. Donc, tu dois être là pour réaliser un suivi régulier et permanent pour que ce que tu as demandé soit ce qui est fait. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver à la fin d'un chantier et de se rendre compte que les artisans ont tout fait de travers. Par exemple, si tu voulais que le radiateur soit à côté de la porte, il se retrouve plutôt sous la fenêtre. Ou alors, si tu avais prévu ton ballon d'eau chaude dans la salle de bain encastré et qu'ils te l'ont mis à la cuisine, par exemple, je pense que tu ne seras pas très content. Donc, le suivi de ton chantier te permet de repérer rapidement ces points-là et de les ajuster assez rapidement. Parce que lorsque tu évolues et que tu te rends compte à la fin de ton chantier que les artisans se sont complètement gourés sur les dispositions, c'est très difficile. Enfin, ça le fait, mais c'est très compliqué de réajuster parce que ça demande encore des travaux. Ça rallonge les délais et côté budget, ça rallonge aussi l'enveloppe travaux. Donc, parce que souvent, si on a mis un placo et qu'il faut recasser le placo pour retrouver les prises afin de les déplacer, il faut tout casser le placo. Si on avait déjà fini avec le placo jusqu'à repeindre et tout, bah, après avoir cassé, il faut remettre un nouveau placo, il faut réenduire. Il faut repeindre, c'est du temps, c'est du travail et puis c'est des sous qui repartent comme ça. Donc c'est important de faire un bon suivi de ton chantier pour ne pas avoir des surprises plutôt désagréables à la fin de ton chantier. Et surtout lorsque tu fais un suivi, tu sais comment évolue ton travail, tu sais un peu les délais, si l'artisan est plutôt en avance ou plutôt kiff-kiff ou alors il a du retard. Et ça te permet en fait de réajuster ton planning et de mettre un peu de pression à l'artisan. Et ici, très important, il y a une certaine logique en termes de déblocage des sous. Tu ne vas pas donner tout de suite au début de ton chantier toute l'enveloppe travaux à ton artisan. C'est le meilleur moyen de voir l'artisan prendre tout son temps pour faire ton chantier. Tu dois faire des déblocages progressifs en fonction de l'évolution de ton chantier. Ça, c'est très important. Je vais le redire, tu dois faire des déblocages progressifs en fonction de l'évolution de ton chantier. Parce que si tu donnes tout au début à ton artisan, j'ai peur que tu ne le revois pas de sitôt ou que tu sois en train de courir après lui et qu'un chantier prévu pour 3 mois en termes de délai
finissent en 6-9 mois parce que tu n'as plus de moyens de pression. Les sous, c'est le seul moyen de pression que tu as sur un artisan. Et j'ai l'impression que c'est le seul langage qu'ils comprennent, les artisans. L'argent. Je rigole, mais c'est tellement vrai. Et si tu n'as pas encore eu à faire un chantier, tu ne peux peut-être pas comprendre ce que je te dis, mais lorsque tu fais un chantier de A à Z, j'ai envie de te dire que quand tu en sors de là, tu en sors grandi. Les artisans, ils sont juste magnifiques. En tout cas, moi j'ai énormément appris avec tous les chantiers que j'ai menés jusqu'ici. Et l'avantage, c'est que on apprend plein de choses et on a le vocabulaire qui se développe, qui s'enrichit. Également, plus tu fais de chantiers, plus tu connais à peu près les moyennes de prix, tu connais à peu près les prix de tel type de matériel ou tel autre type. Si tu as un devis sous les yeux, tu sais dire tout de suite si c'est un devis déconnant ou pas du tout. Et ça s'apprend. Ça, c'est avec l'expérience. C'est pas du jour au lendemain à ton premier chantier que tu auras un devis sous les yeux et tu sauras dire ah, ce devis-là, il est déconnant. Celui-là, il est plutôt bon. Donc, c'est vraiment avec l'expérience que tu peux te faire cette idée à la première vue d'un devis. Une fois les travaux terminés, tu dois accuser réception de ton chantier, bien vérifier que tout ce qui a été demandé, tout ce qui a été validé dans le devis a bien été réalisé. Et si ce n'est pas le cas, il faut demander à l'artisan de le faire. Il y a des moyens de le contraindre parce que tu as encore la compte finale que tu dois verser. D'où l'importance d'échelonner les paiements que tu fais à l'artisan. Voilà comment tu peux concrètement suivre ton chantier jusqu'à la réception du chantier. Et c'est à la réception du chantier que s'activent les différentes garanties. Comme la décennale par exemple, s'il y a des travaux qui nécessitent cette garantie décennale. Sachant que tu dois vérifier en amont si ton artisan a bien cette garantie-là. Tout ça, ça s'apprend dans les formations. Donc, n'aie pas peur en te disant « Oula, ça fait trop d'informations que je dois assimiler ». Tout ça, ça s'apprend lors des formations. Et comme je disais en début de vidéo, si l'immobilier c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite vivement à t'enregistrer dans le formulaire qui est disponible dans le lien descriptif de cette vidéo afin d'avoir un échange gratuitement avec moi pour qu'on puisse parler de ta situation. Une fois que tu as réceptionné ton chantier et que tout est bon, tu as ton bien complètement rénové, il ne faut pas oublier l'aspect fiscal. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai vu très souvent des personnes aller sur des locations basiques parce que monsieur tout le monde le fait comme ça. Par exemple, aller sur de la location nue parce que monsieur tout le monde fait des locations nues ou faire du meublé parce que tout le monde dit qu'il faut faire de la location meublée. En termes de fiscalité, tu as la fiscalité de la location nue, la fiscalité de la location meublée. Tu dois bien connaître les nuances entre ces différentes fiscalités-là et te positionner en connaissance de cause. Ici, la location meublée reste la plus attractive. Après, j'insiste encore là-dessus, ça dépend des situations, ça dépend des objectifs, ça dépend de plein de choses. Donc, je t'invite à faire un point là-dessus avant de te positionner sur quel type de location tu dois pratiquer. Et en fonction de la location que tu dois pratiquer, de savoir quel est l'impact sur ta fiscalité globale. Après, que tu fasses un achat en perso ou alors un achat en société, c'est à voir. Comme je dis, c'est vraiment à analyser au cas par cas pour savoir ce qui convient le mieux à ta situation. Une fois que tu t'es posé en termes de fiscalité, que tu as réceptionné ton bien après les travaux, tu dois te poser la question maintenant de savoir comment tu fais pour avoir tes locataires. Et ça, c'est le module 9 où tu dois trouver ton locataire. Et pour trouver ton locataire, tu dois poster les annonces en fait sur les sites qui génèrent des gros trafics. Ici, j'entends par là Le Bon Coin par exemple. Tu as Se Loger également où les gens consultent énormément. Tu dois aller sur ces sites-là pour poster ton annonce. Et lorsque tu postes ton annonce doit être stylée. Ton annonce doit sortir du lot. Si tu dois retenir une seule chose sur cette partie mise en location, c'est que ton annonce doit provoquer le coup de cœur chez le locataire. Lorsqu'il voit ton annonce, il doit se dire « Waouh, ça c'est le logement qu'il me faut ».
Et tu as également des stratégies pour provoquer ces coups de cœur là. Ça passe par les photos que tu mets par exemple. Tu dois mettre des photos qui donnent envie de déposer ses valises dans le logement, envie d'y vivre, où on se projette facilement. C'est vraiment des photos, je dirais même professionnelles, sachant que ça ne coûte pas grand-chose d'avoir des photos professionnelles. Donc, tu dois faire des photos adaptées pour provoquer l'effet coup de cœur. Et tu dois bien décrire tes annonces. Une fois que tu mets ces annonces-là, que tu as des personnes qui viennent à toi, tu dois sélectionner tes locataires et faire visiter ce que tu as sélectionné. Donc, tu dois faire visiter uniquement les personnes que tu auras sélectionnées et qui correspondent à tes critères. Par exemple, si tu veux des locataires qui ont des garants qui ont minimum 3 fois le montant du loyer, ou pour certains 4 fois, donc ça dépend du niveau de garantie que tu veux. Donc, une fois que tu as sélectionné ces locataires, tu dois rédiger un contrat de location avec ces derniers-là. Et dans le contrat de location, tu as un certain nombre de documents que tu dois remettre, des diagnostics par exemple de l'appartement, tu as les règles de copropriété si c'est un appartement qui est dans un immeuble, etc. Donc là, tu verrouilles tout avec ton locataire, tu signes le bail longue durée ou courte durée, donc ça dépend de ta stratégie. Une fois que tu as verrouillé tout avec le locataire, que le locataire est en place, tu dois penser à la 10e étape, qui est de multiplier les opérations de ce type. Et pour multiplier des opérations, tu dois avoir une bonne épargne, tu dois te constituer une bonne épargne de précaution et une épargne pour pouvoir réinvestir sur d'autres projets. L'idéal, c'est de repartir sur un projet où tout est financé, un projet à 110%, comme on dit dans le jargon immobilier, c'est-à-dire tout financé, où tu ne sors aucun euro de ta poche. Mais si jamais tu dois sortir quelque chose pour payer au moins les frais de notaire, il faudrait que tu aies une bonne épargne qui te permette de faire cela. Tu dois avoir un fonds de sécurité, comme je dis souvent. Tu as des travaux qui peuvent tomber à tout moment, tu as quelque chose qui peut tomber en panne. Donc, c'est important de bien verrouiller tout cela avant de penser multiplier les opérations. Mais quand tu as tout verrouillé ça, l'étape 10 consiste à multiplier tes opérations. C'est ainsi que tu pourras en fait te générer des revenus immobiliers qui sont décents, que tu pourras aisément aspirer à ta liberté financière grâce à l'immobilier. Pensez à automatiser ton bien. Ici, qu'est-ce que j'entends par automatiser? Une fois que tu as investi dans l'immobilier, que tu as ce bien-là qui te génère des revenus immobiliers récurrents, c'est-à-dire du cash flow positif, tu dois pouvoir te dégager du temps pour toi pour penser à d'autres projets. Et te dégager du temps, ça passe par automatiser. Pour automatiser, tu peux par exemple confier le bien en gestion à une agence. Ça, c'est par exemple mon cas de figure. Tous mes biens sont gérés par plusieurs agences. Vu que j'ai des biens dans des secteurs ou des zones géographiques différentes, c'est plusieurs agences qui gèrent en fonction de la zone. Ça me permet en fait de me dégager du temps pour d'autres projets, que ce soit projet immobilier ou tout autre projet d'investissement. Donc ça me permet d'avoir cette sérénité, de ne pas avoir à gérer les locataires. Je l'ai fait pendant un moment, c'est passionnant. Je te recommande, si c'est ton premier projet, de le faire un temps et après de passer la main. Donc l'idée, c'est vraiment de savoir comment ça fonctionne, d'avoir tous les petits soucis que tu peux rencontrer. Mais une fois que tu sais déjà comment ça fonctionne, c'est de passer la main. Parce qu'il n'y a vraiment pas une grosse plus-value à gérer soi-même son bien. Après, si ce n'est que le seul bien que tu as, il n'y a peut-être pas d'intérêt. Donc, ça dépend de la situation de chacun. Lorsque tu passes par une agence, il faut savoir que tu as les frais de cette agence-là que tu dois payer, qui viennent en réduction de ton cash flow. Mais ça permet vraiment d'avoir une sérénité et de ne plus avoir à gérer tout ce qui est locataire, tout ce qui est travaux. Vraiment, tu es serein de ce côté-là. En termes de tarification, tu payes entre 4 et 6% généralement à l'agence pour qu'elle fasse ce travail-là. Moi, je rajoute l'assurance loyer impayé. Ça me permet d'avoir une sérénité à 100%. Ça, c'est pour des biens qui sont en location classique. Après, lorsque tu as des biens qui sont en location courte durée, tu as un système de calcul qui est différent. Donc, j'en parlerai probablement dans une prochaine vidéo. Donc, voilà l'ensemble des chapitres que tu dois observer
si tu souhaites acheter un immeuble de rapport et gagner au minimum 2 000 € par mois. Et pour te donner un cas de figure concret, je vais te donner l'exemple d'un bien que tu as acheté à 300 000 € où tu as 50 000 € de travaux, ça te fait 350 000 €. Tu fais tout financer par la banque via le 110%, comme je disais tantôt. C'est-à-dire que la banque finance le prix du bien, les travaux et tous les frais annexes. Donc, tu as le prix du bien qui est à 300 000 €, tu as les travaux à 50 000 €. Assurance comprise, le bien tous les mois, tu payes 1 500 € en termes de mensualité. Et c'est un bien qui est en typologie 4 lots. C'est-à-dire que tu as 3 T2 et un rez-de-chaussée commercial. Et pour chaque T2 que tu as dans le bien, tu as un loyer de 600 € par mois. 600 €, ça fait 1 800 € et le rez-de-chaussée commercial, il a 1 000 € de loyer. Donc, ça te fait 2 800 € tous les mois en termes de loyer que tu perçois pour ton immeuble de rapport. À côté de cela, tu as effectivement ta mensualité de prêt qui est à 1 500 €. Si tu enlèves ta mensualité de prêt de l'ensemble des loyers, il te reste 1 300 €, je pense. Et dans les 1 300 €, si tu dois enlever tout ce qui est charges annexes, comme j'ai dit tantôt, c'est des charges liées à la taxe foncière, tout ce qui est impôt, tout ce qui est assurance au propriétaire non occupant. Bref, quand tu enlèves tout ça, tu peux te retrouver à 300 € tous les mois en termes de charges. Il te reste donc 1 000 € dans ta poche tous les mois. Ça, c'est sans rien faire du tout. Ça veut dire que le bien s'autofinance tout seul lorsque tu l'achètes. Après, si tu veux le minimum dont je parlais tantôt, c'est-à-dire au moins 2 000 € de cash flow tous les mois, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des travaux dans cet immeuble-là. En termes de travaux, tu as deux manières de procéder ou deux cas de figure pour cette situation-ci. Ça, c'est mes deux cas de figure à moi. D'autres personnes peuvent procéder différemment. Je te donne les deux cas de figure que j'appliquerai pour cet immeuble-là, sachant que j'ai un immeuble qui est assez similaire et je te donne les chiffres plus ou moins similaires par rapport à ce que j'ai pour que ce soit plus simple pour toi de te visualiser. Le premier cas de figure, ce que j'appliquerai dans un bien comme celui-là, c'est de transformer les 3 T2 en 3 T3. Ça veut dire que je passerai d'une chambre dans chaque logement à 2 chambres, ce qui me permettrait en fait d'avoir une colocation que je pourrais mettre en place. Et là, ce ne sera plus 3 loyers que je vais percevoir pour les 3 appartements, mais plutôt 6 loyers. Passer les 3 T2 en T3, je n'aurai plus 600 € par T2, j'aurai plutôt 500 € par T2 parce que après les travaux, je vais faire quelque chose de plutôt moyen, haut de gamme, où je mettrai chaque chambre à louer à 500 €. Hors charge, j'entends très bien. Donc le locataire, il paye ses charges lui-même. Par logement, je vais me retrouver à avoir 1 000 €. Donc pour les 3 logements, ça fera 3 000 €. Plus le rez-de-chaussée commercial, on sera à 4 000 € tous les mois. 4 000 €, j'enlève les 1 500 € de mensualité de prêt, il me restera 2 500 €. J'enlève tout ce qui est charges annexes, comme je disais tantôt, impôts et autres, 300 €. Il me restera 2 200 € de cash flow net dans ma poche pour cet immeuble de rapport-là. Donc tu vois qu'avec un seul bien, je me génère plus de 2 000 € en termes de cash flow positif tous les mois. Ensuite, le deuxième cas de figure que je vais te présenter, c'est de faire de la courte durée dans les T2. Par exemple, pour notre cas de figure, notre exemple que je t'ai donné, pour les 3 T2, je diviserai les T2 en 6 studios. 6 studios, ça me fera 6 pièces pour de la courte durée, pour de la location en courte durée type Airbnb. Et si je prends l'exemple d'une ville comme Lille où je fais de la courte durée, pour la nuitée à Lille, je me positionne à 50 €. Ça dépend des quartiers. 50 €, c'est une fourchette basse. C'est pour que tu puisses comprendre la mécanique ici. Si je me positionne à 50 € pour chacune des pièces que j'ai, donc chacun des studios, j'ai 6 studios, je me positionne à 50 € la nuitée. Et je pars du principe que j'ai un taux de remplissage qui n'est pas de 100%, j'ai un remplissage de 20 jours par mois.
Je fais exprès de prendre vraiment des chiffres plutôt bas pour te donner la puissance en fait de la transformation d'un bien lorsque tu le prends, d'où la nécessité, comme je disais tantôt, de se visualiser. Parce que si tu ne te visualises pas, tu passeras à côté des perles rares sans te rendre compte. Donc si je prends 50 € la nuitée, j'ai 6 studios, sachant que je loue que 20 nuits par mois, je ferai 50 € fois 20 fois 6, ce qui me donnera 6 000 € en termes de revenus locatifs courte durée. À ces 6 000 € là, moi je vais prendre juste 80%. Pourquoi 80%? Parce que les autres 20% seront dédiés à l'automatisation. Le ménage par exemple, c'est pas moi qui le fais, donc ce sera automatisé. Tu as les check-in, check-out, tu as vraiment tout ce qui est entretien du logement, répondre aux personnes qui souhaitent séjourner dans le logement. Bref, tout cela est entièrement automatisé et les 20% servent à cette automatisation-là. Donc sur les 6 000 €, il me restera 4 800 € dans ma poche. Et si je rajoute les 1 000 € du rez-de-chaussée commercial, donc ça me fera 5 800 €. À ces 5 800 €, j'enlève ma mensualité de prêt, normalement de 1 500 € et il me restera par mois 4 300 €. Aux 4 300 €, j'enlève comme tout à l'heure les 300 € de charges annexes, impôts et compagnie. Il me reste 4 000 € de cash flow net dans ma poche tous les mois. Donc tu vois, en fonction de la stratégie, tu peux passer du simple au double en termes de rentabilité de ton bien. Dans le premier cas de figure, on était sur un bien qui te générait 2 200 € par mois de cash flow net. Et dans le second cas de figure, on est sur un bien qui te génère 4 000 € par mois de cash flow net. En gros, c'est du simple au double à 200 € près. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, d'où l'importance d'avoir sa stratégie et surtout de vérifier la faisabilité de sa stratégie. Parce que ce n'est pas partout que tu peux faire aisément la courte durée. Tu as des villes qui commencent à restreindre de plus en plus les locations courte durée parce que ça réduit le nombre de logements pour les populations locales, pour les familles qui y sont. Et beaucoup de personnes sont en recherche de logement. Donc, les villes préfèrent prioriser les populations plutôt que les voyageurs ou plutôt que les propriétaires qui veulent se faire un max de sous. Donc voilà les deux cas de figure que je voulais te présenter pour le même bien, pour le même achat et les rentabilités qui peuvent s'en suivre. Sachant que tu as plusieurs autres cas de figure que tu peux appliquer avec ce même exemple-là. Moi, je t'ai pris ces deux exemples-là pour te donner vraiment les nuances que tu peux avoir et le fait que tu puisses doubler aisément tes revenus locatifs. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans cette formation où je te donne les différentes étapes de A à Z pour acheter un immeuble de rapport, gagner au minimum 2 000 € tous les mois. Dis-moi dans les commentaires si tu es déjà propriétaire, si tu as déjà acheté un immeuble de rapport ou alors si tu as acheté un appartement tout simplement ou une maison. Quelles sont les rentabilités que tu as obtenues? Qu'est-ce que tu recommanderais à une personne qui souhaite se lancer aujourd'hui et qui ne sait pas par où commencer? Dis-moi également dans les commentaires si l'immobilier c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as des questions complémentaires par rapport à tout ce que j'ai dit tantôt, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à lâcher un pouce bleu en l'air pour aider YouTube à mieux référencer cette vidéo. Également, partage la vidéo à ton entourage. Ça pourra aider une personne de ton entourage qui ne sait pas où investir en 2022 ou qui ne sait pas concrètement comment investir dans l'immobilier en 2022. Également, si l'immobilier est un sujet qui t'intéresse et que tu souhaites en savoir plus, je t'invite à t'inscrire dans le formulaire qui est disponible dans le lien descriptif de cette vidéo afin d'avoir un échange gratuitement avec moi. Également, pour terminer, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite fortement à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour être informé des prochaines vidéos qui paraîtront sur la chaîne et également pour faire grandir la communauté. Et nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!